Bonjour à tous, voici donc la seconde partie de Candide ou l'optimisme de Voltaire, chapitre 16. Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles, deux singes et les sauvages nommés Oreillons. Candide et son valet furent au-delà des barrières et personne ne savait encore dans le camp la mort du jésuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu besoin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu où ils ne découvrirent aucune route. Enfin, une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présenta devant eux. Nos deux voyageurs font repaître leur monture. Cacambo propose à son maître de manger et lui en donne l'exemple. Comment veux-tu, disait Candide, que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de monsieur le baron et que je me vois condamné à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie ? À quoi me servira de prolonger mes misérables jours puisque je dois les traîner loin d'elle, dans les remords et dans le désespoir ? Et que dira le journal de Trévoux ? En parlant ainsi, il ne laissa pas de manger. Le soleil se couchait, les deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie, mais ils se levèrent précipitamment avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de deux filles toutes nues, qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié. Il avait appris à tirer chez les Bulgares, et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à deux coups, tire et tue les deux singes. Dieu soit loué, mon cher Cacambo, j'ai délivré d'un grand péril ces deux pauvres créatures, et si j'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je l'ai bien réparé en sauvant la vie à deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition, et cette aventure nous peut procurer de très grands avantages dans le pays. Il allait continuer, mais sa langue devint percluse quand il vit ses deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leur corps et remplit l'air des cris les plus douloureux. « Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, dit-il enfin à Cacambo, lequel lui répliqua « Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître, vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. »« Leurs amants ? Serait-il possible ? Vous vous moquez de moi, Cacambo, le moyen de vous croire ? Mon cher maître, repartit Cacambo, vous êtes toujours étonné de tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames ? Ils sont des quarts d'hommes, comme je suis un quart d'espagnol. Hélas, reprit Candide, je me souviens d'avoir entendu dire à maître Pangloss qu'autrefois pareil accident était arrivé et que ces mélanges avaient produit des égiprans, des faunes, des satyres, que plusieurs grands personnages de l'Antiquité en avaient vu, mais je prenais cela pour des fables. Vous devez être convaincu à présent, dit Cacambo, que c'est une vérité, et vous voyez comment en usent les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Tout ce que je crains, c'est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire. Ces réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie et à s'enfoncer dans un bois. Il y soupa avec Cacambo et tous deux, après avoir maudit l'inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buenos Aires et le baron, s'endormirent sur la mousse. À leur réveil, ils sentirent qu'ils ne pouvaient remuer. La raison en était que pendant la nuit, les Oreillons, habitants du pays à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garrottés avec des cordes d'écorce d'arbres. Ils étaient entourés d'une cinquantaine d'Oreillons tout nus, armés de flèches, de massues et de haches de cailloux. Les uns faisant bouillir une grande chaudière, les autres préparaient des broches et tous criaient « C'est un jésuite, c'est un jésuite, nous serons vengés et nous ferons bonne chère, mangeons du jésuite, mangeons du jésuite !» Je vous l'avais bien dit, mon cher maître, s'écria tristement Cacambo, que ces deux filles nous joueraient d'un mauvais tour. Candide, apercevant la chaudière et les broches, s'écria « Nous allons certainement être rôtis ou bouillis. Ah, que me dirait maître Pangloss s'il voyait comme la pure nature est faite ? Tout est bien, soit, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu mademoiselle Cunégonde et d'être mis à la broche par des Oreillons. » Cacambo ne perdait jamais la tête. « Ne désespérez de rien, dit-il au désolé Candide, j'entends un peu de jargon de ces peuples, je vais leur parler. » Ne manquez pas, dit Candide, de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes et combien cela est peu chrétien. Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite ?
C'est très bien fait, rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain et c'est ainsi qu'on en agit dans toute la terre. Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bonne chère, mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Certainement, il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis, vous croyez aller mettre un jésuite en broche, et c'est votre défenseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays, et monsieur que vous voyez est mon maître. Eh bien, loin d'être jésuite, il vient de tuer un jésuite. Il emporte les dépouilles, voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe, portez-la à la première barrière du royaume de Los Padres. Informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps, vous pourrez toujours nous manger, si vous trouvez que je vous ai menti. Mais si je vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les mœurs et les lois pour ne nous pas faire grâce. Les Oreillons trouvèrent ce discours très raisonnable. Ils députèrent 2 notables pour aller en diligence s'informer de la vérité. Les 2 députés s'acquittèrent de leur commission en gens d'esprit et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent leurs 2 prisonniers, leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent des filles, leur donnèrent des rafraîchissements et les reconduisirent jusqu'aux confins de leur état en criant avec allégresse « Il n'est point jésuite! Il n'est point jésuite !» Candide ne se lassait point d'admirer le sujet de sa délivrance. « Quel peuple, disait-il, quels hommes, quelles mœurs ! Si je n'avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d'épée au travers du corps du frère de mademoiselle Cunégonde, j'étais mangé sans rémission. Mais après tout, la pure nature est bonne, puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait 1000 honnêtetés dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. » Chapitre 17. Arrivés de Candide et de son valet au pays d'Eldorado, et ce qu'ils y virent. Quand ils furent aux frontières des Oreillons, « Vous voyez, dit Cacambo à Candide, que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre. Croyez-moi, retournons en Europe par le plus court chemin. » « Comment y retourner, dit Candide, et où aller ? Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Arabes y égorgent tout. Si je retourne au Portugal, j'y suis brûlé. Et si nous restons dans ce pays-ci, nous risquons à tout moment d'être mis en broche. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que mademoiselle Cunégonde habite ? Tournons vers la Cayenne, dit Cacambo. Nous y trouverons des Français qui vont par tout le monde. Ils pourront nous aider. Dieu aura peut-être pitié de nous. Il n'était pas facile d'aller à la Cayenne. Il savait bien à peu près de quel côté il fallait marcher, mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands, des sauvages étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue, leurs provisions furent consumées, et ils se nourrirent 1 mois entier de fruits sauvages, et se trouvèrent enfin au prix d'une petite rivière bordée de cocotiers qui soutint leur vie et leur espérance. Cacambo, qui donnait toujours d'aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide « Nous n'en pouvons plus, nous avons assez marché, j'aperçois un canot vide sur le rivage, emplissons-le de coco, jetons-nous dans cette petite barque, laissons-nous aller au courant, une rivière mène toujours à quelque endroit habité. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. Allons, dit Candide, recommandons-nous à la Providence. » Ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt escarpés. La rivière s'élargissait toujours. Enfin, elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevait jusqu'au ciel. Les 2 voyageurs eurent la hardiesse de s'abandonner au flot sous cette voûte. Le fleuve resserré en cet endroit les porta avec une rapidité et un bruit horribles. Au bout de 24 heures, ils revirent le jour, mais leur canot se fracassa contre les écueils. Il fallut se traîner de rocher en rocher pendant 1 lieue entière. Enfin, ils découvrirent un horizon immense bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout, l'utile était agréable. Les chemins étaient couverts, ou plutôt ornés, de voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, de Tétouan et de Méquinez. Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Westphalie.
Il mit pied à terre avec Cacambo auprès du premier village qu'il rencontra. Quelques enfants du village, couverts de brocarts d'or tout déchirés, jouaient au palais à l'entrée du bourg. Nos deux hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder. Leur palais était d'assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, vertes, qui jetaient un éclat singulier. Il prit l'envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns. C'était de l'or, c'était des émeraudes, des rubis dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du Mogol. Sans doute, dit Cacambo, ces enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palais. Le magistère du village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l'école. Voilà, dit Candide, le précepteur de la famille royale. Les petits gueux quittèrent aussitôt le jeu en laissant à terre leur palais et tout ce qui avait servi à leur divertissement. Candide les ramasse, court au précepteur et lui présente humblement, lui faisant entendre par signe que leur Altesse royale avait oublié leur or et leur pierreries. Le magistère du village, en souriant, les jeta par terre, regarda un moment la figure de Candide avec beaucoup de surprise et continua son chemin. Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or, les rubis et les émeraudes. « Où sommes-nous » s'écria Candide. « Il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. » Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent enfin de la première maison du village. Elle était bâtie comme un palais d'Europe. Une foule de monde s'empressait à la porte et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait entendre et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s'approcha de la porte et entendit qu'on parlait péruvien. C'était sa langue maternelle, car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucumán, dans un village où l'on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d'interprète, dit-il à Candide. Entrons, c'est ici un cabaret. » Aussitôt, 2 garçons et 2 filles de l'hôtellerie, vêtus de drap d'or et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l'hôte. On servit 4 potages garnis, chacun de 2 perroquets, un contour bouilli qui pesait 200 livres, 2 singes rôtis d'un goût excellent, 300 colibris dans un plat et 600 oiseaux-mouches dans un autre. Des ragoûts esquis, des pâtisseries délicieuses, le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liquides faits de canne de sucre. Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d'une politesse extrême qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte et qui répondirent aux siennes d'une manière à le satisfaire. Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainsi que Candide, bien payer son écotte en jetant sur la table de l'hôte 2 de ces larges pièces d'or qu'il avait ramassées. L'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire et se tinrent longtemps les côtes. Enfin, ils se remirent. « Messieurs, dit l'hôte, nous voyons bien que vous êtes des étrangers. Nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire quand vous nous avez offert en paiement les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez sans doute pas de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chère ici parce que c'est un pauvre village, mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l'être. » Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l'hôte et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. « Quel est donc ce pays, disait-il, l'un et l'autre inconnu à tout le reste de la terre et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre ? C'est probablement le pays où tout va bien car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce. Et quoi qu'en dit maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Westphalie. » Chapitre 18. Ce qu'ils virent dans le pays d'Eldorado. Cacambo témoigna à son hôte toute sa curiosité. L'hôte lui dit « Je suis fort ignorant et je m'en trouve très bien, mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour qui est le plus savant homme du royaume et le plus communicatif. » Aussitôt, il mène Cacambo chez le vieillard. Candide ne jouait plus que le second personnage et accompagnait son valet. Ils entrèrent dans une maison fort simple
car la porte n'était que d'argent et les lambris des appartements n'étaient que d'or, mais travaillés avec tant de goût que les plus riches lambris ne l'effaçaient pas. L'antichambre n'était à la vérité incrustée que de rubis et d'émeraudes, mais l'ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien cette extrême simplicité. Le vieillard reçut les deux étrangers sur un sofa matelassé de plumes de colibri et leur fit présenter des liqueurs dans des vases de diamants. Après quoi, il satisfit à leur curiosité en ces termes. « Je suis âgé de 172 ans et j'ai appris de feu mon père écuyer du roi les étonnantes révolutions du Pérou dont il avait été témoin. Le royaume où nous sommes est l'ancienne patrie des Incas qui en sortirent très imprudemment pour aller subjuguer une partie du monde et qui furent enfin détruits par les Espagnols. Les princes de leur famille qui restèrent dans leur pays natal furent plus sages. Ils ordonnèrent du consentement de la nation qu'aucun habitant ne sortirait jamais de notre petit royaume. Et c'est ce qui nous a conservé notre innocence et notre félicité. Les Espagnols ont eu une connaissance confuse de ce pays, ils l'ont appelé Eldorado, et un Anglais nommé le chevalier Raleigh en a même approché il y a environ 100 années, mais comme nous sommes entourés de rochers inabordables et de précipices, nous avons toujours été jusqu'à présent à l'abri de la rapacité des nations de l'Europe qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre, et qui, pour en avoir, nous tueraient tous jusqu'au dernier. La conversation fut longue, elle roula sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, sur les femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. Enfin, Candide, qui avait toujours du goût pour la métaphysique, fit demander par Cacambo si dans le pays il y avait une religion. Le vieillard rougit un peu. « Comment donc, dit-il, en pouvez-vous douter? Est-ce que vous nous prenez pour des ingrats ?» Cacambo demanda humblement quelle était la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit encore. « Est-ce qu'il peut y avoir deux religions ?» dit-il. « Nous avons, je crois, la religion de tout le monde. Nous adorons Dieu du soir jusqu'au matin. »« N'adorez-vous qu'un seul Dieu ?» dit Cacambo, qui servait d'interprète aux doutes de Candide. « Apparemment, dit le vieillard, qu'il n'y en a un, ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien singulières. » Candide ne se lassait pas de faire interroger ce bon vieillard. Il voulut savoir comment on priait Dieu dans Eldorado. « Nous le prions point, dit le bon et respectable sage. Nous n'avons rien à lui demander. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Nous le remercions sans cesse. » Candide eut la curiosité de voir des prêtres. Il fit demander où ils étaient. Le bon vieillard sourit. « Mes amis, dit-il, nous sommes tous prêtres. Le roi et tous les chefs de famille chantent des cantiques d'action de grâce solennellement tous les matins et 5 ou 6 000 musiciens les accompagnent. » « Quoi ? Vous n'avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent, qui cabalent et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis ? » « Il faudrait que nous fussions fous, dit le vieillard. Nous sommes tous ici du même avis et nous n'entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines. » Candide, à tous ces discours, demeurait en extase et il disait en lui-même « Ceci est bien différent de la Westphalie et du château de monsieur le baron. Si notre ami Pangloss avait vu Eldorado, il n'aurait plus dit que le château de Tonner ten Tronckh était ce qu'il y avait de mieux sur terre. Il est certain qu'il faut voyager. » Après cette longue conversation, le bon vieillard fit atteler un carrosse à 6 moutons et donna 12 de ses domestiques aux 2 voyageurs pour les conduire à la cour. « Excusez-moi, leur dit-il, si mon âge me prive de l'honneur de vous accompagner. Le roi vous recevra d'une manière dont vous ne serez pas mécontent et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays s'il y en a quelques-uns qui vous déplaisent. » Candide et Cacambo montent en carrosse, les 6 moutons volaient et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de 220 pieds de haut et de 100 de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries.
20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri, après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de Sa Majesté au milieu de 2 files, chacune de 1000 musiciens selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer Sa Majesté. Si on se jetait à genoux ou ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle, en un mot, quelle était la cérémonie ? L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des 2 côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper. En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau de rose, celles de liqueur de canne de sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. Après avoir parcouru toute l'après-dînée à peu près la 1000e partie de la ville, on les remena chez le roi. Candide se mit à table entre Sa Majesté, son valet Cacambo et plusieurs dames. Jamais on ne fit meilleure chère, et jamais on n'eut plus d'esprit à souper qu'en eut Sa Majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide, et quoique traduits, il paraissait toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, ce n'était pas ce qui l'étonna le moins. Ils passèrent 1 mois dans cet hospice. Candide ne cessait de dire à Cacambo: « Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Mais enfin, Mademoiselle Cunégonde n'y est pas, et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. Si nous restons ici, nous y serons que comme les autres, au lieu que si nous retournons dans notre monde, seulement avec 12 moutons chargés de cailloux d'Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble. Nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre, et nous pourrons aisément reprendre Mademoiselle Cunégonde. » Ce discours plut à Cacambo. On aime tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire parade de ce qu'on a vu dans ses voyages, que les 2 heureux résolurent de ne plus l'être et de demander leur congé à Sa Majesté. « Vous faites une sottise, leur dit le roi. Je sais bien que mon pays est peu de choses, mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers. C'est une tyrannie qui n'est ni dans nos mœurs, ni dans nos lois. Tous les hommes sont libres. Partez quand vous voudrez. Mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivé par miracle et qui court sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont 10 000 pieds de hauteur et sont droites comme des murailles. Elles occupent chacune en largeur un espace de plus de 10 lieues. On ne peut en descendre que par des précipices. Cependant, puisque vous voulez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants des machines d'en faire une qui puisse vous transporter commodément. Quand on vous aura conduit au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner, car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte, et ils sont trop sages pour rompre leurs vœux. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira. » « Nous ne demandons à votre majesté, dit Cacambo, que quelques moutons chargés de vivres, de cailloux et de la boue du pays. » Le roi rit. « Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d'Europe ont pour notre boue jaune, mais emportez-en tant que vous voudrez et grand bien vous fasse. » Il donna l'ordre sur le champ à ses ingénieurs de faire une machine pour guinder ces 2 hommes extraordinaires hors du royaume. 3000 bons physiciens y travaillèrent. Elle fut prête au bout de 15 jours et ne coûta pas plus de 20 millions de livres sterling, monnaie du pays. On mit sur la machine Candide et Cacambo. Il y avait 2 grands moutons rouges scellés, bridés pour leur servir de monture quand ils auraient franchi les montagnes. 20 moutons de batte chargés de vivres, 30 qui portaient des présents de ce que le pays a de plus précieux et 50 chargés d'or, de pierreries et de diamants. Le roi embrassa tendrement les 2 vagabonds.
Ce fut un beau spectacle que leur départ, et la manière ingénieuse dont ils furent hissés, eux et leurs moutons, en haut des montagnes. Les physiciens prirent congé d'eux après les avoir mis en sûreté, et Candide n'eut plus d'autres désirs et d'autres objets que d'aller présenter ses moutons à mademoiselle Cunégonde. Nous avons, dit-il, de quoi payer le gouverneur de Buenos Aires, si mademoiselle Cunégonde peut être mise à prix. Marchons vers la Cayenne, embarquons-nous, et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. Chapitre 19. Ce qui leur arriva à Suriname et comment Candide fit connaissance avec Martin. La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'en pouvaient rassembler. Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. À la seconde journée, 2 de leurs moutons s'enfoncèrent dans des marais et y furent abîmés avec leur charge. 2 autres moutons moururent de fatigue quelques jours après. 7 ou 8 périrent ensuite de faim dans un désert. D'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. Enfin, après 100 jours de marche, il ne leur resta que 2 moutons. Candide dit à Cacambo : « Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. » « Je l'avoue, dit Cacambo, mais il nous reste encore 2 moutons avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi d'Espagne, et je vois bien de loin une ville que je soupçonne être Suriname, appartenant aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. » En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleu. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»« J'attends mon maître, monsieur Vanderdandur, le fameux négociant, répondit le nègre. « Est-ce que monsieur Vanderdandur, dit Candide, qui t'a traité ainsi ?»« Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous fuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait : « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs, les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. » Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germains. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. « Oh, Pangloss !» s'écria Candide, « tu n'avais pas deviné cette abomination. C'en est fait, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. »« Qu'est-ce que optimisme ?» disait Cacambo. « Hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Et il versait des larmes en regardant son nègre, et en pleurant, il entra dans Suriname. La première chose dont il s'informe, c'est s'il n'y a point au port quelques vaisseaux qu'on pût envoyer à Buenos Aires. Celui à qui ils s'adressèrent était justement un patron espagnol qui s'offrit à faire avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez-vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacambo allèrent l'y attendre avec leurs 2 moutons. Candide, qui avait le cœur sur les lèvres, conta à l'Espagnol toutes ses aventures et lui avoua qu'il voulait enlever mademoiselle Cunégonde. « Je me garderai bien de vous passer à Buenos Aires, dit le patron. Je serai pendu et vous aussi. La belle Cunégonde est la maîtresse favorite de monseigneur. » Ce fut un coup de foudre pour Candide, il pleura longtemps. Enfin, il tira à part Cacambo. « Voici, mon cher ami, lui dit-il, ce qu'il faut que tu fasses. Nous avons chacun dans nos poches pour 5 ou 6 millions de diamants. Tu es plus habile que moi. Va prendre mademoiselle Cunégonde à Buenos Aires. Si le gouverneur fait quelques difficultés, donne-lui 1 million. S'il ne se rend pas, donne-lui en 2. Tu n'as point tué d'inquisiteur, on ne se défiera point de toi. » J'équiperai un autre vaisseau, j'irai t'attendre à Venise. C'est un pays libre où l'on n'a rien à craindre, ni des Bulgares, ni des Abares, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. Cacambo applaudit à cette sage résolution. Il était au désespoir de se séparer d'un bon maître devenu son ami intime, mais le plaisir de lui être utile l'emporta sur la douleur de le quitter. Ils s'embrassèrent en versant des larmes. Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille. Cacambo partit dès le jour même. C'était un très bon homme que ce Cacambo.
Candide resta encore quelque temps à Suriname et attendit qu'un autre patron voulût le mener en Italie, lui et les 2 moutons qui lui restaient. Il prit des domestiques et acheta tout ce qui lui était nécessaire pour un long voyage. Enfin, M. Vanderdandur, maître d'un gros vaisseau, vint se présenter à lui. « Combien voulez-vous » demanda-t-il à cet homme. « Pour me mener en droiture à Venise, moi, mes gens, mon bagage et les 2 moutons que voilà. » Le patron s'accorda à 10 000 piastres. Candide n'hésita pas. « Oh, oh, oh !» dit à part soi le prudent Vanderdandur. « Cet étranger donne 10 000 piastres tout d'un coup. Il faut qu'il soit bien riche. » Puis, revenant un moment après, il signifia qu'il ne pouvait partir à moins de 20 000. « Eh bien, vous les aurez, dit Candide. »« Ouais, se dit tout bas le marchand, cet homme donne 20 000 piastres aussi aisément que 10 000. » Il revint encore et dit qu'il ne pouvait le conduire à Venise à moins de 30 000 piastres. « Vous en aurez donc 30 000, répondit Candide. « Oh, oh, se dit encore le marchand hollandais, 30 000 piastres ne coûtent rien à cet homme-ci. Sans doute les 2 moutons portent des trésors immenses. N'insistons pas davantage. Faisons-nous d'abord payer les 30 000 piastres, et puis nous verrons. » Candide vendit 2 petits diamants, dont le moindre valait plus que tout l'argent que demandait le patron. Il le paya d'avance. Les 2 moutons furent embarqués. Candide suivait dans un petit bateau pour joindre le vaisseau à la rade. Le patron prend son temps, met à la voile, démarre, le vent le favorise. Candide, éperdu et stupéfait, le perd bientôt de vue. « Hélas !» cria-t-il, « voilà un tour digne de l'ancien monde !» Il retourne au rivage abîmé dans la douleur, car enfin il avait perdu de quoi faire la fortune de 20 monarques. Il se transporte chez le juge hollandais. Comme il était un peu troublé, il frappa rudement à la porte, il entre, expose son aventure et crie un peu plus haut qu'il ne convenait. Le juge commença par lui faire payer 10 000 piastres pour le bruit qu'il avait fait. Ensuite, il l'écouta patiemment, lui promit d'examiner son affaire sitôt que le marchand serait revenu, et se fit payer 10 000 autres piastres pour les frais de l'audience. Ce procédé acheva de désespérer Candide. Il avait à la vérité essuyé des malheurs 1000 fois plus douloureux, mais le sang-froid du juge et celui du patron dont il était volé alluma sa bile et le plongea dans une noire mélancolie. La méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans toute sa laideur. Il ne se nourrissait que d'idées tristes. Enfin, un vaisseau français étant sur le point de partir pour Bordeaux, comme il n'avait plus de moutons chargés de diamants à embarquer, il loua une chambre du vaisseau à juste prix et fit signer dans la ville qui paierait le passage, la nourriture et donnerait 2000 piastres à un honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui, à condition que cet homme serait le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de la province. Il se présenta une foule de prétendants qu'une flotte n'aurait pu contenir. Candide, voulant choisir entre les plus apparents, il distingua une vingtaine de personnes qui lui paraissaient sociables et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les assembla dans son cabaret, leur donna à souper à condition que chacun ferait serment de raconter fidèlement son histoire, promettant de choisir celui qui paraîtrait le plus à plaindre et le plus mécontent de son état, à plus juste titre, et de donner aux autres quelques gratifications. La séance dura jusqu'à 4 heures du matin. Candide, en écoutant toutes leurs aventures, se ressouvenait de ce que lui avait dit la vieille en allant à Buenos Aires, et de la gageure qu'elle avait faite qu'il n'y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fût arrivé de très grands malheurs. Il songeait à Pangloss, à chaque aventure qu'on lui contait. Ce Pangloss, disait-il, serait bien embarrassé à démontrer son système. Je voudrais qu'il fût ici. Certainement, si tout va bien, c'est dans Eldorado et non pas dans le reste de la terre. Enfin, il se détermina en faveur d'un pauvre savant qui avait travaillé 10 ans pour les libraires à Amsterdam. Il jugea qu'il n'y avait point de métier au monde dont on dût être plus dégoûté. Ce savant, qui était d'ailleurs un bonhomme, avait été volé par sa femme, battu par son fils et abandonné de sa fille, qui s'était fait enlever par un Portugais. Il venait d'être privé d'un petit emploi duquel il subsistait, et les prédicants de Suriname le persécutaient parce qu'ils le prenaient pour un Socinien. Il faut avouer que les autres étaient pour le moins aussi malheureux que lui, mais Candide espérait que le savant le désennuierait dans le voyage. Tous ses autres rivaux trouvèrent que Candide leur faisait une grande injustice, mais il les apaisa en leur donnant à chacun 100 piastres. Chapitre 20. Ce qui arriva sur mer à Candide et à Martin. Le vieux savant, qui s'appelait Martin, s'embarqua donc pour Bordeaux avec Candide. L'un et l'autre avaient beaucoup vu et beaucoup souffert. Et quand le vaisseau aurait dû faire voile de Suriname au Japon par le cap de Bonne-Espérance, ils auraient eu de quoi s'entretenir du mal moral et du mal physique pendant tout le voyage.
Cependant, Candide avait un grand avantage sur Martin, c'est qu'il espérait toujours revoir mademoiselle Cunégonde, et que Martin n'avait rien à espérer. De plus, il avait de l'or et des diamants. Et quoiqu'il eût perdu 100 gros moutons rouges chargés des plus grands trésors de la terre, quoiqu'il eût toujours sur le cœur la friponnerie du patron hollandais, cependant quand il songeait à ce qui lui restait dans ses poches et quand il parlait de Cunégonde, surtout à la fin du repas, il penchait alors pour le système de Pangloss. « Mais vous, monsieur Martin, dit-il au savant, que pensez-vous de tout cela? Quelle est votre idée sur le mal moral et le mal physique ?» Monsieur, répondit Martin, mes prêtres m'ont accusé d'être socinien, mais la vérité du fait est que je suis manichéen. Vous vous moquez de moi, dit Candide, il n'y a plus de manichéens dans le monde. Il y a moi, dit Martin. Je ne sais qu'y faire, mais je ne peux penser autrement. Il faut que vous ayez le diable au corps, dit Candide. Il se mêle si fort des affaires de ce monde, dit Martin, qu'il pourrait bien être dans mon corps comme partout ailleurs, mais je vous avoue qu'en jetant la vue sur ce globe, ou plutôt sur ce globule, je pense que Dieu l'a abandonné à quelques êtres malfaisants. J'en accepte toujours Eldorado. Je n'ai guère vu de ville qui ne désirât la ruine de la ville voisine, point de famille qui ne voulut exterminer quelque autre famille. Partout les faibles ont en exécration les puissants devant lesquels ils rampent, et les puissants les traitent comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. 1 million d'assassins enrégimentés courant d'un bout de l'Europe à l'autre exercent le meurtre et le brigandage avec discipline pour gagner son pain parce qu'il n'a pas de métier plus honnête. Et dans les villes qui paraissent jouir de la paix et où les arts fleurissent, les hommes sont dévorés de plus d'envie, de soins et d'inquiétude qu'une ville assiégée n'éprouve de fléaux. Les chagrins secrets sont encore plus cruels que les misères publiques. En un mot, j'en ai tant vu et tant éprouvé que je suis manichéen. Il y a pourtant du bon, répliquait Candide. Cela peut-être, disait Martin, mais je ne le connais pas. Au milieu de cette dispute, on entendit un bruit de canon. Le bruit redouble de moment en moment. Chacun prend sa lunette, on aperçoit 2 vaisseaux qui combattaient à la distance d'environ 3000. Le vent les amena l'un à l'autre, si près du vaisseau français qu'on eut le plaisir de voir le combat tout à son aise. Enfin, l'un des 2 vaisseaux lâcha à l'autre une bordée si bas et si juste qu'il le coula à fond. Candide et Martin aperçurent distinctement une centaine d'hommes sur le tillac du vaisseau qui s'enfonçait. Ils levaient tous les mains au ciel et jetaient des clameurs effroyables. En un moment, tout fut englouti. « Eh bien, dit Martin, voilà comme les hommes se traitent les uns les autres. Il est vrai, dit Candide, qu'il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. » En parlant ainsi, il aperçut je ne sais quoi d'un rouge éclatant qui nageait auprès de son vaisseau. On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait être. C'était un de ses moutons. Candide eut plus de joie de retrouver ce mouton qu'il n'avait été affligé d'en perdre 100 tous chargés de gros diamants d'Eldorado. Le capitaine français aperçut bientôt que le capitaine du vaisseau submergeant était espagnol et que celui du vaisseau submergé était un pirate hollandais. C'était celui-là même qui avait volé Candide. Les richesses immenses dont ce scélérat s'était emparé furent ensevelies avec lui dans la mer. Il n'y eut qu'un mouton de sauvé. Vous voyez, dit Candide à Martin, que le crime est puni quelquefois. Ce coquin de patron hollandais a eu le sort qu'il méritait. Oui, dit Martin, mais fallait-il que les passagers qui étaient sur son vaisseau périssent aussi? Dieu a puni ce fripon, le diable a noyé les autres. Cependant, le vaisseau français et l'espagnol continuèrent leur route et Candide continua ses conversations avec Martin. Ils disputèrent 15 jours de suite et au bout de 15 jours, ils étaient aussi avancés que le premier. Mais enfin, ils parlaient, ils se communiquaient des idées, ils se consolaient. Candide caressait son mouton. « Puisque je t'ai retrouvé, dit-il, je pourrais bien retrouver Cunégonde. » Chapitre 21. Candide et Martin approchent des côtes de France et raisonnent. On aperçut enfin les côtes de France. « Avez-vous jamais été en France, monsieur Martin ?» dit Candide. « Oui, dit Martin, j'ai parcouru plusieurs provinces. Il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques-unes où on est trop rusé, d'autres où l'on est communément assez doux et assez bête, d'autres où l'on fait le bel esprit, et dans toutes, la principale occupation est l'amour, la seconde, de médire, et la troisième, de dire des sottises. Mais monsieur Martin, avez-vous vu Paris ? Oui, j'ai vu Paris. Il tient de toutes ces espèces-là. C'est un chaos, c'est une presse dans laquelle tout le monde cherche le plaisir, et où presque personne ne le trouve, du moins à ce qu'il m'a paru.
J'y ai séjourné un peu, j'y fus volé en arrivant de tout ce que j'avais par des filous à la foire Saint-Germain. On me prit moi-même pour un voleur et je fus 8 jours en prison, après quoi je me fis correcteur d'imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied en Hollande. Je connus la canaille écrivante, la canaille cabalante et la canaille convulsionnaire. On dit qu'il y a des gens fort polis dans cette ville-là, je le veux croire. Pour moi, je n'ai nulle curiosité de voir la France, dit Candide. Vous devinez aisément que quand on a passé un mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien voir sur la terre que Mademoiselle Cunégonde. Je vais l'attendre à Venise. Nous traverserons la France pour aller en Italie. Ne m'accompagnerez-vous pas ? Très volontiers, dit Martin. On dit que Venise n'est bonne que pour les nobles vénitiens, mais que cependant on y reçoit très bien des étrangers quand ils ont beaucoup d'argent. Je n'en ai point, vous en avez, je vous suivrai partout. À propos, dit Candide, pensez-vous que la Terre ait été originairement une mer, comme on l'assure dans ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau ? Je n'en crois rien du tout, dit Martin, non plus que de toutes les rêveries qu'on nous débite depuis quelque temps. Mais à quelle fin ce monde a-t-il donc été formé, dit Candide ? Pour nous faire enrager, répondit Martin. N'êtes-vous pas bien étonné, continua Candide, de l'amour que ces 2 filles du pays des Oreillons avaient pour ces 2 singes et dont je vous ai conté l'aventure ? Point du tout, dit Martin. Je ne vois pas ce que cette passion a d'étrange. J'ai tant vu de choses extraordinaires qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire pour moi. Croyez-vous, dit Candide, que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils le font aujourd'hui ? Qu'ils aient toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots ? Croyez-vous, dit Martin, que les éperviers aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé ? Oui, sans doute, dit Candide. Eh bien, dit Martin, si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient changé le leur ? Oh, dit Candide, il y a bien de la différence, car le libre arbitre. En raisonnant ainsi, ils arrivèrent à Bordeaux. Chapitre 22. Ce qui arriva en France à Candide et à Martin. Candide ne s'arrêta dans Bordeaux qu'autant de temps qu'il en fallait pour vendre quelques cailloux du Dorado et pour s'accommoder d'une bonne chaise à 2 places, car il ne pouvait plus se passer de son philosophe Martin. Il fut seulement très fâché de se séparer de son mouton qu'il laissa à l'Académie des sciences de Bordeaux, laquelle proposa pour le sujet du prix de cette année de trouver pourquoi la laine de ce mouton était rouge. Et le prix fut adjugé à un savant du Nord qui démontra par A plus B moins C divisé par Z que le mouton devait être rouge et mourir de la clavelée. Cependant, tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui disaient « Nous allons à Paris ». Cet empressement général lui donna enfin l'envie de voir cette capitale. Ce n'était pas beaucoup se détourner du chemin de Venise. Il entra par le faubourg Saint-Marceau et crut être dans le plus vilain village de la Westphalie. À peine Candide fut-il dans son auberge qu'il fut attaqué d'une maladie légère causée par ses fatigues. Comme il avait au doigt un diamant énorme et qu'on avait aperçu dans son équipage une cassette prodigieusement pesante, il eut aussitôt auprès de lui 2 médecins qui ne l'avaient pas mandé, quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas et 2 dévotes qui faisaient chauffer ses bouillons. Martin disait « Je me souviens d'avoir été malade aussi à Paris dans mon premier voyage. J'étais fort pauvre. Aussi n'eus-je ni amis, ni dévotes, ni médecins, et je guéris. » Cependant, à force de médecine et de saigner, la maladie de Candide devint sérieuse. Un habitué du quartier vint avec douceur lui demander un billet payable au porteur pour l'autre monde. Candide n'en voulut rien faire. Les dévotes l'assurèrent que c'était une nouvelle mode. Candide répondit qu'il n'était point homme à la mode. Martin voulut jeter l'habitué par les fenêtres. Le clerc jura qu'on n'enterrerait point Candide. Martin jura qu'il enterrerait le clerc s'il continuait à les importuner. La querelle s'échauffa, Martin le prit par les épaules et le chassa rudement, ce qui causa un grand scandale dont on fit un procès-verbal. Candide guérit et pendant sa convalescence, il eut très bonne compagnie à souper chez lui. On jouait gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as ne lui vinssent, et Martin ne s'en étonnait pas. Parmi ceux qui lui faisaient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé Périgourdin, l'un de ces gens empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville et leur offrent des plaisirs à tout prix. Celui-ci mena d'abord Candide et Martin à la comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide se trouva placé auprès de quelques beaux esprits.
Cela ne l'empêcha pas de pleurer à des scènes jouées parfaitement. L'un des raisonneurs qui était à ses côtés lui dit dans un entr'acte « Vous avez grand tort de pleurer, cette actrice est fort mauvaise. L'acteur qui joue avec elle est plus mauvais acteur encore. La pièce est encore plus mauvaise que les acteurs. L'auteur ne sait pas un mot d'arabe, et cependant la scène est en Arabie. Et de plus, c'est un homme qui ne croit pas aux idées innées. Je vous apporterai demain 20 brochures contre lui. » « Monsieur, combien avez-vous de pièces de théâtre en France » dit Candide à l'abbé. Lequel répondit 5 ou 6 000. « C'est beaucoup » dit Candide. « Combien y en a-t-il de bonnes » 15 ou 16 répliqua l'autre. « C'est beaucoup » dit Martin. Candide fut très content d'une actrice qui faisait la reine Élisabeth dans une assez plate tragédie que l'on joue quelquefois. « Cette actrice, dit-il à Martin, me plaît beaucoup, elle a un faux air de mademoiselle Cunégonde. Je serais bien aise de la saluer. » L'abbé Périgourdin s'offrit à l'introduire chez elle. Candide, élevé en Allemagne, demanda quelle était l'étiquette et comment on traitait en France les reines d'Angleterre. « Il faut distinguer, dit l'abbé. En province, on les mène au cabaret. À Paris, on les respecte quand elles sont belles et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. »« Des reines à la voirie » dit Candide. « Oui, vraiment, dit Martin. Monsieur l'abbé a raison. J'étais à Paris quand mademoiselle Monime passa, comme on dit, de cette vie à l'autre. On lui refusa ce que ces gens-ci appellent les honneurs de la sépulture, c'est-à-dire de pourrir avec tous les gueux du quartier dans un vilain cimetière. Elle fut enterrée toute seule de sa bande au coin de la rue de Bourgogne, ce qui dut lui faire une peine extrême, car elle pensait très noblement. « Cela est bien impoli, dit Candide. Que voulez-vous, dit Martin. Ces gens-ci sont ainsi faits. Imaginez toutes les contradictions, toutes les incompatibilités possibles. Vous les verrez dans le gouvernement, dans les tribunaux, dans les églises, dans les spectacles de cette drôle de nation. Est-il vrai qu'on rit toujours à Paris, dit Candide. Oui, dit l'abbé, mais c'est en enrageant, car on s'y plaint de tout, avec de grands éclats de rire. Même on y fait en riant les actions les plus détestables. Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui me disait tant de mal de la pièce où j'ai tant pleuré et des acteurs qui m'ont fait tant de plaisir ? C'est un mal vivant, répondit l'abbé, qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Il hait quiconque réussit comme les eunuques haïssent les jouissants. C'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de venin. C'est un folliculaire. Qu'appelez-vous un folliculaire, dit Candide. C'est, dit l'abbé, un faiseur de feuilles, un fréron. C'est ainsi que Candide, Martin et le Périgourdin raisonnaient sur l'escalier en voyant défiler le monde au sortir de la pièce. Quoique je sois très empressé de revoir mademoiselle Cunégonde, dit Candide, je voudrais pourtant souper avec mademoiselle Clairon, car elle m'a paru admirable. L'abbé n'était pas homme à approcher mademoiselle Clairon, qui ne voyait que bonne compagnie. Elle est engagée pour ce soir, dit-il, mais j'aurai l'honneur de vous mener chez une dame de qualité. Et là, vous connaîtrez Paris comme si vous y aviez été 4 ans. Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame au fond du faubourg Saint-Honoré. On y était occupé d'un pharaon. 12 tristes pontes tenaient chacun en main un petit livre de cartes registres cornus de leur infortune. Un profond silence régnait, la pâleur était sur le front des pontes, l'inquiétude sur celui du banquier, et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous les set et le va de campagne dont chaque joueur cornait ses cartes. Elle les faisait décorner avec une attention sévère, mais polie, et ne se fâchait point de peur de perdre ses pratiques. La dame se faisait appeler la marquise de Parolignac. Sa fille, âgée de 15 ans, était au nombre des pontes et avertissait d'un clin d'œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchaient de réparer les cruautés du sort. L'abbé Périgourdin, Candide et Martin entrèrent. Personne ne se leva, ni les salua, ni les regarda. Tous étaient profondément occupés de leurs cartes. « Madame la baronne de Tondertentronckh était plus civile, dit Candide. » Cependant, l'abbé s'approcha de l'oreille de la marquise qui se leva à moitié, honora Candide d'un sourire gracieux et Martin d'un air de tête tout à fait noble. Elle fit donner un siège et un jeu de cartes à Candide qui perdit 50 000 francs en 2 tailles. Après quoi on soupa très gaiement et tout le monde était étonné que Candide ne fût pas ému de sa perte. Les laquais disaient entre eux dans leur langage de laquais « il faut que ce soit quelque milord anglais ». Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris. D'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu politiques et beaucoup de médisance.
On parla même de livres nouveaux. Avez-vous vu, dit l'abbé Périgourdin, le roman du sieur Gauchat, docteur en théologie ? Oui, répondit un des convives, mais je n'ai pu l'achever. Nous avons une foule d'écrits impertinents, mais tous n'approchent pas de l'impertinence de Gauchat, docteur en théologie. Je suis si rassasié de cette immensité de détestables livres qui nous inondent que je me suis mis à ponter au pharaon. Et les mélanges de l'archidiacre T. Qu'en dites-vous, dit l'abbé. Ah, dit madame de Parolignac, l'ennuyeux mortel. Comme il vous dit curieusement ce que tout le monde sait, comme il discute pesamment ce qui ne vaut pas la peine d'être remarqué légèrement, comme il s'approprie sans esprit l'esprit des autres, comme il gâte ce qu'il pille, comme il me dégoûte. Mais il me dégoûtera plus, c'est assez d'avoir lu quelques pages de l'archidiacre. Il y avait à table un homme savant et de goût qui appuya ce que disait la marquise. On parla ensuite de tragédie. La dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu'on jouait quelquefois et qu'on ne pouvait lire. L'homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt et n'avoir presque aucun mérite. Il prouva en peu de mots que ce n'était pas assez d'amener une ou deux de ces situations qu'on trouve dans tous les romans et qui séduisent toujours les spectateurs, mais qu'il faut être neuf sans être bizarre, souvent sublime et toujours naturel, connaître le cœur humain et le faire parler, être grand poète sans que jamais aucun personnage de la pièce paraisse poète, savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue sans que jamais la rime coûte rien au sens. Quiconque, ajouta-t-il, n'observe pas toutes ces règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne restera jamais compté au rang des bons écrivains. Il y a très peu de bonnes tragédies. Les unes sont des idylles en dialogue bien écrits et bien rimés, les autres des raisonnements politiques qui endorment ou des amplifications qui rebutent. Les autres des rêves, d'énergumènes en style barbare, des propos ininterrompus, de longues apostrophes aux dieux parce qu'on ne sait point parler aux hommes, des maximes fausses, des lieux communs empoulés. Candide écouta ce propos avec attention et conçut une grande idée du discoureur. Et comme la marquise avait eu soin de le placer à côté d'elle, il s'approcha de son oreille et prit la liberté de lui demander qui était cet homme qui parlait si bien. « C'est un savant, dit la dame, qui ne ponte point et que l'abbé m'amène quelquefois à souper. Il se connaît parfaitement en tragédie et en livres, et il en a fait une tragédie sifflée et un livre dont on n'a jamais vu, hors de la boutique de son libraire, qu'un exemplaire qu'il m'a dédié. Le grand homme, dit Candide, c'est un autre Pangloss. Alors, se tournant vers lui, il lui dit « Monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral, et que rien ne pouvait être autrement ?» Moi, monsieur, lui répondit le savant, je ne pense rien de tout cela. Je trouve que tout va de travers chez nous, que personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire, et qu'excepté le souper qui est assez gai et où il paraît assez d'union, tout le reste du temps se passe en querelle impertinente. Janséniste contre moliniste, gens du Parlement contre gens d'église, gens de lettres contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple, femmes contre mari, parents contre parents, c'est une guerre éternelle. Candide lui répliqua « J'ai vu pis, mais un sage qui depuis a eu le malheur d'être pendu m'apprit que tout cela est à merveille. Ce sont des ombres à un beau tableau. » Votre pendu se moquait du monde, dit Martin. Vos ombres sont des tâches horribles. Ce sont les hommes qui font les tâches, dit Candide, et ils ne peuvent pas s'en dispenser. Ce n'est donc pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes qui n'entendaient rien à ce langage buvaient, et Martin raisonna avec le savant, et Candide raconta une partie de ses aventures à la dame du logis. Après souper, la marquise mena Candide dans son cabinet et le fit asseoir sur un canapé. « Eh bien, lui dit-elle, vous aimez donc toujours, éperdument, mademoiselle Cunégonde de Thunder-ten-Tronckh ?»« Oui, madame, répondit Candide. La marquise lui répliqua avec un sourire tendre. « Vous me répondez comme un jeune homme de Westphalie. Un Français m'aurait dit « Il est vrai que j'ai aimé mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. » « Hélas, madame, dit Candide, je répondrai comme vous voudrez. Votre passion pour elle, dit la marquise, a commencé en ramassant son mouchoir. Je veux que vous ramassiez ma jarretière. De tout mon cœur, dit Candide, et il la ramassa. Mais je veux que vous me la remettiez, dit la dame, et Candide la lui remit. Voyez-vous, dit la dame, vous êtes étranger, je fais quelquefois languir mes amants de Paris 15 jours, mais je me rends à vous dès la première nuit, parce qu'il faut faire les honneurs de son pays à un jeune homme de Westphalie.
La belle, ayant aperçu 2 énormes diamants aux 2 mains de son jeune étranger, les loua de si bonne foi que des doigts de Candide ils passèrent aux doigts de la marquise. Candide, en se retournant avec son abbé Périgourdin, sentit quelque remords d'avoir fait une infidélité à mademoiselle Cunégonde. Monsieur l'abbé entra dans sa peine. Il n'avait qu'une légère part aux 50 000 livres perdues au jeu par Candide et à la valeur des 2 brillants moitié donnés, moitié extorqués. Son dessein était de profiter autant qu'il le pourrait des avantages que la connaissance de Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup de Cunégonde, et Candide lui dit qu'il demanderait bien pardon à cette belle de son infidélité quand il la verrait à Venise. Le Périgourdin redoublait de politesse et d'attention et prenait un intérêt tendre à tout ce que Candide disait, à tout ce qu'il faisait, à tout ce qu'il voulait faire. « Vous avez donc, monsieur, lui dit-il, un rendez-vous à Venise. »« Oui, monsieur l'abbé, dit Candide, il faut absolument que j'aille trouver mademoiselle Cunégonde. » Alors engagé par le plaisir de parler de ce qu'il aimait, il conta selon son usage une partie de ses aventures avec cette illustre Westphalienne. « Je crois, dit l'abbé, que mademoiselle Cunégonde a bien de l'esprit et qu'elle écrit des lettres charmantes. Je n'en ai jamais reçu, dit Candide, car figurez-vous qu'ayant été chassé du château pour l'amour d'elle, je ne pus lui écrire, que bientôt après j'appris qu'elle était morte, qu'ensuite je la retrouvai et que je la perdis et que je lui ai envoyé à 2500 lieues d'ici un exprès dont j'attends la réponse. » L'abbé écoutait attentivement et paraissait un peu rêveur. Il prit bientôt congé des 2 étrangers après les avoir tendrement embrassés. Le lendemain, Candide reçut à son réveil une lettre conçue en ces termes. « Monsieur, mon très cher amant, il y a 8 jours que je suis malade en cette ville. J'apprends que vous y êtes. Je volerais dans vos bras si je pouvais remuer. J'ai su votre passage à Bordeaux. J'y ai laissé le fidèle Cacambo et la vieille, qui doivent bientôt me suivre. Le gouverneur de Buenos Aires a tout pris, mais il me reste votre cœur. Venez, votre présence me rendra la vie ou me fera mourir de plaisir. » Cette lettre charmante, cette lettre inespérée, transporta Candide d'une joie inexprimable, et la maladie de sa chère Cunégonde l'accabla de douleur. Partagé entre ces 2 sentiments, il prend son or et ses diamants et se fait conduire avec Martin à l'hôtel où mademoiselle Cunégonde demeurait. Il entre en tremblant d'émotion, son cœur palpite, sa voix sanglote. Il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire apporter de la lumière. « Gardez-vous-en bien, lui dit la suivante, la lumière la tue. » Et soudain, elle referme le rideau. « Ma chère Cunégonde, dit Candide en pleurant, comment vous portez-vous? Si vous ne pouvez me voir, parlez-moi du moins. » « Elle ne peut parler, dit la suivante. La dame alors tire du lit une main potelée que Candide arrose longtemps de ses larmes, qu'il remplit ensuite de diamants en laissant un sac plein d'or sur le fauteuil. Au milieu de ces transports arrive un exempt suivi de l'abbé Périgourdin et d'une escouade. « Voilà donc, dit-il, ces 2 étrangers suspects ?» Et il les fait incontinent saisir et ordonne à ses braves de les traîner en prison. « Ce n'est pas ainsi qu'on traite les voyageurs dans Eldorado, dit Candide. « Je suis plus manichéen que jamais, dit Martin. « Mais monsieur, où nous menez-vous, dit Candide. « Dans un cul de basse fosse, dit l'exempt. Martin, ayant repris son sang-froid, jugea que la dame qui se prétendait Cunégonde était une friponne, monsieur l'abbé Périgourdin un fripon, qui avait abusé au plus vite de l'innocence de Candide, et l'exempt un autre fripon dont on pouvait aisément se débarrasser. Plutôt que de s'exposer aux procédures de la justice, Candide, éclairé par son conseil et d'ailleurs toujours impatient de revoir la véritable Cunégonde, propose à l'exempt 3 petits diamants d'environ 3000 pistoles chacun. « Ah, monsieur, lui dit l'homme au bâton d'ivoire, eussiez-vous commis tous les crimes imaginables, vous êtes le plus honnête homme du monde. 3 diamants, chacun de 3000 pistoles. Monsieur, je me ferais tuer pour vous, au lieu de vous mener dans un cachot. On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire. J'ai un frère à Dieppe, en Normandie, je vais vous y mener. Et si vous avez quelques diamants à lui donner, il aura soin de vous comme moi-même. »« Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers ?» dit Candide. L'abbé Périgourdin prit alors la parole et dit « C'est parce qu'un gueux du pays d'Atrébassie a entendu dire des sottises. Cela seul lui a fait commettre un parricide, non pas tel que celui de 1610 au mois de mai, mais tel que celui de 1594 au mois de décembre, et tel que plusieurs autres commis dans d'autres années et dans d'autres mois par d'autres gueux qui avaient entendu dire des sottises. » L'exempt alors expliqua de quoi il s'agissait. « Ah, les monstres !» s'écria Candide. « Quoi de telle horreur chez un peuple qui danse et qui chante? Ne pourrais-je sortir au plus vite de ce pays où des singes agacent des tigres?
J'ai vu des ours dans mon pays, je n'ai vu des hommes que dans le Dorado. Au nom de Dieu, monsieur l'exempt, menez-moi à Venise où je dois attendre mademoiselle Cunégonde. Je ne peux vous mener qu'en Basse-Normandie, dit le Barriel. Aussitôt, il lui fait ôter ses fers, dit qu'il s'est mépris, renvoie ses gens, emmène à Dieppe Candide et Martin et les laisse entre les mains de son frère. Il y avait un petit vaisseau hollandais à la rade. Le Normand, à l'aide de 3 autres diamants, devenu le plus serviable des hommes, embarque Candide et ses gens dans le vaisseau qui allait faire voile pour Portsmouth en Angleterre. Ce n'était pas le chemin de Venise, mais Candide croyait être délivré de l'enfer, et il comptait bien reprendre la route de Venise à la première occasion. Chapitre 23. Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre, ce qu'ils y voient. Ah, Pangloss, Pangloss. Ah, Martin, Martin, ah, ma chère Cunégonde, qu'est-ce que ce monde-ci, disait Candide sur le vaisseau hollandais. Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin. Vous connaissez l'Angleterre. Y est-on aussi fou qu'en France ? C'est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s'il y a plus de gens à lier dans un pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Je sais seulement qu'en général, les gens que nous allons voir sont fort attribilaires. En causant, ils abordèrent à Portsmouth. Une multitude de peuple couvrait le rivage et regardait attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte. 4 soldats postés vis-à-vis de cet homme lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne, le plus paisiblement du monde, et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. « Qu'est-ce donc que tout ceci, dit Candide, et quel démon exerce partout son empire ?» Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. « C'est un amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral ? C'est lui, dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre. Cela est incontestable, lui répliqua-t-on, mais dans ce pays, ici, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre et qu'il fit son marché avec le patron hollandais, dût-il le voler comme celui de Suriname, pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de 2 jours. On côtoya la France, on passa à la vue de Lisbonne et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée, enfin on aborda à Venise. Dieu soit loué, dit Candide en embrassant Martin. C'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va le mieux qu'il soit possible. Chapitre 24. 2 paquettes et 2 frères giroflés. Dès qu'il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le trouva point. Il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques. Nulle nouvelle de Cacambo. « Quoi ?» disait-il à Martin. « J'ai eu le temps de passer de Suriname à Bordeaux, d'aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth, de côtoyer le Portugal et l'Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise, et la belle Cunégonde n'est point venue. Je n'ai rencontré au lieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé Périgourdin. Cunégonde est morte, sans doute, je n'ai plus qu'à mourir. Il valait mieux rester dans le paradis du Dorado que revenir dans cette maudite Europe. Que vous avez raison, mon cher Martin, tout n'est qu'illusion et calamité. » Il tomba dans une mélancolie noire et ne prit aucune part à l'opéra, à la moda, ni aux autres divertissements du carnaval. Pas une dame ne lui donna la moindre tentation. Martin lui dit « Vous êtes bien simple, en vérité, de vous figurer qu'un valet métis qui a 5 ou 6 millions dans ses poches ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l'amènera à Venise. Il la prendra pour lui s'il la trouve, s'il ne la trouve pas, il en prendra une autre. Je vous conseille d'oublier votre valet Cacambo et votre maîtresse Cunégonde. » Martin n'était pas consolant. La mélancolie de Candide augmenta et Martin ne cessait de lui prouver qu'il y avait peu de vertu et peu de bonheur sur la terre, excepté peut-être dans Eldorado où personne ne pouvait aller. En disputant sur cette matière importante et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin dans la place Saint-Marc qui tenait sous le bras une fille. Le théatin paraissait frais,
potelé, vigoureux, ses yeux étaient brillants, son air rassuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie et chantait, elle regardait amoureusement son théatin et de temps en temps lui pinçait ses grosses joues. Vous m'avouerez, du moins, dit Candide à Martin, que ces gens-ci sont heureux. Je n'ai trouvé jusqu'à présent dans toute la terre habitable, excepté dans Eldorado, que des infortunés. Mais pour cette fille et ce théatin, je gage que ce sont des créatures très heureuses. Je gage que non, dit Martin. Il n'y a qu'à les prier à dîner, dit Candide, et vous verrez si je me trompe. Aussitôt, il les aborde, il leur fait son compliment et les invite à venir à son hôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie, des œufs d'esturgeon et à boire du vin de Montepulciano, du Lacryma Christi, du Chypre et du Samos. La demoiselle rougit, le théatin accepta la partie et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion qui furent obscurcis de quelques larmes. À peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide qu'elle eut dit « Eh quoi, monsieur Candide ne reconnaît plus Paquette ?» À ces mots, Candide, qui ne l'avait pas considéré jusqu'à là avec attention, parce qu'il n'était occupé que de Cunégonde, lui dit « Hélas, ma pauvre enfant, c'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu ?»« Hélas, monsieur, c'est moi-même, dit Paquette. Je vois que vous êtes instruit de tout. J'ai su les malheurs épouvantables arriver à toute la maison de madame la baronne et la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n'a guère été moins triste. J'étais fort innocente quand vous m'avez vu. Un cordelier qui était mon confesseur me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses. Je fus obligé de sortir du château quelque temps après que monsieur le baron vous eût renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi, j'étais morte. Je fus quelque temps par reconnaissance la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement. C'était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi la plus malheureuse de toutes les créatures, d'être battue continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour pour la guérir d'un petit rhume une médecine si efficace qu'elle en mourut en 2 heures de temps dans des convulsions horribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel, ils prirent la fuite et moi je fus mise en prison. Mon innocence ne m'aurait pas sauvé si je n'avais été un peu jolie. Le juge m'élargit à condition qu'il succéderait au médecin. Je fus bientôt supplanté par une rivale, chassé sans récompense, et obligé de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes, et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère. J'allais exercer la profession à Venise. Ah, monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligé de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé, d'être exposé à toutes les insultes, à toutes les avanies, d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant, d'être volé par l'un de ce qu'on a gagné avec l'autre, d'être rançonné par les officiers de justice et de n'avoir en perspective qu'une vieillesse affreuse, un hôpital et un fumier, vous concluriez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. Paquette ouvrait ainsi son cœur au bon Candide dans un cabinet en présence de Martin qui disait à Candide « Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageure. » Frère Giroflée était resté dans la salle à manger et buvait un coup en attendant le dîner. « Mais, dit Candide à Paquette, vous aviez l'air si gai, si content quand je vous ai rencontré. Vous chantiez, vous caressiez le théatin avec une complaisance naturelle. Vous m'avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée. »« Ah, monsieur, répondit Paquette, c'est encore là une des misères du métier. J'ai été hier volée et battue par un officier, et il faut aujourd'hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. » Candide n'en voulut pas davantage. Il avoua que Martin avait raison. On se mit à table avec Paquette et le théatin. Le repas fut assez amusant et sur la fin on se parla avec quelque confiance. « Mon père, dit Candide au moine, vous me paraissez jouir d'une destinée que tout le monde doit envier. La fleur de la santé brille sur votre visage, votre physionomie annonce le bonheur. Vous avez une très jolie fille pour votre récréation et vous paraissez très content de votre état de théatin. » « Ma foi, monsieur, dit frère Giroflée, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. J'ai été tenté 100 fois de mettre le feu au couvent et d'aller me faire turc. Mes parents me forcèrent à l'âge de 15 ans d'endosser cette détestable robe pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent.
Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent dont le prieur me vole la moitié. Le reste me sert à entretenir des filles. Mais quand je rentre le soir dans le monastère, je suis prêt à me casser la tête contre les murs du dortoir, et tous mes confrères sont dans le même cas. » Martin se tournant vers Candide avec son sang-froid ordinaire. « Eh bien, lui dit-il, n'ai-je pas gagné la gageure tout entière ?» Candide donna 2000 piastres à Paquette et 1000 piastres à frère Giroflée. « Je vous réponds, dit-il, qu'avec cela ils seront heureux. » « Je n'en crois rien du tout, dit Martin. Vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux encore. » « Il en sera ce qui pourra, dit Candide, mais une chose me console, je vois qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver. Il se pourra bien faire qu'ayant rencontré mon mouton rouge et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde. » « Je souhaite, dit Martin, qu'elle fasse un jour votre bonheur, mais c'est de quoi je doute fort. Vous êtes bien dur, dit Candide, c'est ce que j'ai vécu, dit Martin. Mais regardez ces gondoliers, dit Candide, ne chantent-ils pas sans cesse ? Vous ne les voyez pas dans leur ménage avec leurs femmes et leurs marmots d'enfants, dit Martin. Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs. Il est vrai qu'à tout prendre, le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge, mais je crois la différence si médiocre que cela ne vaut pas la peine d'être examiné. On parle, dit Candide, du sénateur Pococurante qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir une espèce si rare, dit Martin. Candide aussitôt fit demander au seigneur Pococurante la permission de venir le voir le lendemain. Chapitre 25. Visite chez le seigneur Pococurante, noble vénitien. Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brenta et arrivèrent au palais du noble Pococurante. Les jardins étaient bien entendus et ornés de belles statues de marbre, le palais d'une belle architecture. Le maître du logis, homme de 60 ans, fort riche, reçut très poliment les deux curieux, mais avec très peu d'empressement, ce qui déconcerta Candide et ne déplut point à Martin. D'abord, deux filles jolies et proprement mises servirent du chocolat qu'elles firent très bien mousser. Candide ne put s'empêcher de les louer sur leur beauté, sur leur bonne grâce et sur leur adresse. « Ce sont d'assez bonnes créatures, dit le sénateur Pococurante. Je les fais quelquefois coucher dans mon lit car je suis bien las des dames de la ville, de leur coquetterie, de leur jalousie, de leur querelles, de leurs humeurs, de leur petitesse, de leur orgueil, de leur sottise et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles. Mais après tout, ces deux filles commencent fort à m'ennuyer. » Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître étaient les deux premiers. « Ils sont de Raphaël, dit le sénateur. Je les achetais fort cher par vanité il y a quelques années. On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie, mais ils ne me plaisent point du tout. La couleur en est très rembrunie, les figures ne sont pas assez arrondies et ne sortent point assez. Les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe. En un mot, quoi qu'on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. Je n'aimerais un tableau que quand je croirais voir la nature elle-même. Il n'y en a point de cette espèce. J'ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus. » Pococurante, en attendant le dîner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. « Ce bruit, dit Pococurante, peut m'amuser une demi-heure, mais s'il dure plus longtemps, il fatigue tout le monde, quoique personne n'ose l'avouer. La musique aujourd'hui n'est plus que de l'art d'exécuter des choses difficiles, et ce qui n'est que difficile ne plaît point à la longue. J'aimerais peut-être mieux l'opéra si on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui me révolte. Ira voir qui voudra de mauvaises tragédies en musique où les scènes ne sont faites que pour amener très mal à propos 2 ou 3 chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice, se pâmer de plaisir qui voudra ou qui pourra en voyant un châtré fredonner le rôle de César et de Caton et se promener d'un air gauche sur les planches. Pour moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'Italie et que des souvenirs paient si chèrement. » Candide disputa un peu, mais avec discrétion. Martin fut entièrement de l'avis du sénateur. On se mit à table et après un excellent dîner, on entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un Homère magnifiquement relié, loua l'illustrissime sur son bon goût. « Voilà, dit-il, un livre qui faisait des délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe d'Allemagne.
Il ne fait pas les miennes, dit froidement Pococurante. On me fit accroire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant, mais cette répétition continuelle de combats qui se ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guerre et qui à peine est une actrice de la pièce, cette Troie qu'on assiège et qu'on ne prend point, tout cela me causait le plus mortel ennui. J'ai demandé quelquefois à des savants s'ils s'ennuyaient autant que moi à cette lecture. Tous les gens sincères m'ont avoué que le livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque comme un monument de l'Antiquité et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce. Votre Excellence ne pense pas ainsi de Virgile, dit Candide. Je conviens, dit Pococurante, que le second, le quatrième et le sixième livre de son Nédéide sont excellents, mais pour son pieux aîné et le Phorclante, et l'ami Acatès et le petit Ascanius, et l'imbécile roi Latinus et la bourgeoise Amata et l'insipide Lavinia, je ne crois pas qu'il y ait rien de si froid et de plus désagréable. J'aime mieux le Tasse et les contes à dormir debout de l'Aristote. Oserais-je vous demander si vous n'avez pas un grand plaisir à lire Horace, dit Candide. Il y a des maximes, dit Pococurante, dont un homme du monde peut faire son profit et qui, étant resserrés dans des vers énergiques, se gravent plus aisément dans la mémoire. Mais je me soucie fort peu de son voyage à Brinde et de sa description d'un mauvais dîner et de la querelle de crocheteurs entre je ne sais quel pupillus dont les paroles, dit-il, étaient pleines de pu et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n'ai lu qu'avec un extrême dégoût ces vers grossiers contre des vieilles et contre des sorcières. Et je ne vois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami Mécénat que s'il est mis par lui au rang des poètes lyriques, il frappera les astres de son front sublime. Les sots admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi. Je n'aime que ce qui est à mon usage. Candide, qui avait été élevé à ne jamais juger de rien par lui-même, était fort étonné de ce qu'il entendait, et Martin trouvait la façon de penser de Pococurante assez raisonnable. Oh, voici un Cicéron, dit Candide, pour ce grand homme-là. Je pense que vous ne vous lassez point de le lire. Je ne le lis jamais, répondit le Vénitien. Que m'importe qu'il ait plaidé pour Rabirius ou pour Cluantius. J'ai bien assez des procès que je juge. Je me serais mieux accommodé de ses œuvres philosophiques. Mais quand j'ai vu qu'il doutait de tout, j'ai conclu que j'en savais autant que lui et que je n'avais besoin de personne pour être ignorant. Ah, voilà 80 volumes de recueil d'une Académie des sciences, s'écria Martin. Il se peut qu'il y ait du bon. Il y en aurait, dit Pococurante, si un seul des auteurs de ces fatras avait inventé seulement l'art de faire des épingles, mais il n'y a dans tous ces livres que de 20 systèmes et pas une seule chose utile. Que de pièces de théâtre, je vois là, dit Candide, en italien, en espagnol, en français. Oui, dit le sénateur, il y en a 3000, et pas 3 douzaines de bonnes. Pour ces recueils de sermons qui tous ensemble ne valent pas une page de Sénèque et tous ces gros volumes de théologie, vous pensez bien que je ne les ouvre jamais, ni moi, ni personne. Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais. Je crois, dit-il, qu'un républicain doit se plaire à la plupart de ces ouvrages écrits si librement. Oui, répondit Pococurante, il est beau d'écrire ce qu'on pense, c'est le privilège de l'homme. Dans toute notre Italie, on n'écrit que ce qu'on ne pense pas. Ceux qui habitent la patrie des Césars et des Antonins n'osent avoir une idée sans la permission d'un Jacobin. Je serais content de la liberté qui inspire les génies anglais si la passion et l'esprit de parti ne corrompaient pas tout ce que cette précieuse liberté a d'estimable. Candide, aperçu un Milton, lui demanda s'il ne regardait pas cet auteur comme un grand homme. Qui, dit Pococurante, ce barbare qui fait un long commentaire du premier chapitre de la Genèse en 10 livres de verdure, ce grossier imitateur des Grecs qui défigure la création et qui, tandis que Moïse représente l'être éternel produisant le monde par la parole, fait prendre un grand compas par le Messia dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage ? Moi, j'estimerais celui qui a gâté l'enfer et le diable du Tasse, qui déguise Lucifer tantôt en crapaud, tantôt en pygmée, qui lui fait rebattre 100 fois les mêmes discours, qui le fait disputer sur la théologie, qui, en imitant sérieusement l'invention comique des armes à feu de l'Ariostre, fait tirer le canon dans le ciel par les diables. Ni moi, ni personne en Italie n'a pu se plaire à toutes ces tristes extravagances. Le mariage du péché et de la mort et les couleuvres dont le péché accouche font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat, et sa longue description d'un hôpital n'est bonne que pour un fossoyeur. Ce poème obscur, bizarre et dégoûtant fut méprisé à sa naissance. Je le traite aujourd'hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains.
Au reste, je dis ce que je pense et je me soucie fort peu que les autres pensent comme moi. » Candide était affligé de ces discours. Il respectait Homère, il aimait un peu Milton. Hélas, dit-il tout bas à Martin, j'ai bien peur que cet homme-ci n'ait un souverain mépris pour nos poètes allemands. Il n'y aurait pas grand mal à cela, dit Martin. Oh, quel homme supérieur, disait encore Candide entre ses dents, quel grand génie que ce Pococurante, rien ne peut lui plaire. Après avoir fait ainsi la revue de tous les livres, ils descendirent dans le jardin. Candide en loua toutes les beautés. « Je ne sais rien de si mauvais goût, dit le maître. Nous n'avons ici que des colifichets, mais je vais dès demain en faire planter un d'un dessin plus noble. » Quand les deux curieux prirent congé de son excellence, « Or ça, dit Candide à Martin, vous conviendrez que voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tout ce qu'il possède. Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède ? Platon a dit il y a longtemps que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. Mais, dit Candide, n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts où les autres hommes croient avoir des beautés ? C'est-à-dire, reprit Martin, qu'il n'y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir ? Oh, bien dit Candide, il n'y a donc heureux que moi quand je reverrai mademoiselle Cunégonde ? C'est toujours bien fait d'espérer, dit Martin. Cependant, les jours, les semaines s'écoulaient, Cacambo ne revenait point, et Candide était si abîmé dans sa douleur qu'il ne fit même pas réflexion que Paquette et frère Giroflée n'étaient pas venus seulement le remercier. Chapitre 26. D'un souper que Martin et Candide firent avec 6 étrangers, et qui ils étaient. Un soir que Candide, suivi de Martin, allait se mettre à table avec les étrangers qui logeaient dans la même hôtellerie, un homme à visage couleur de suie l'aborda par derrière et le prenant par le bras lui dit « Soyez prêts à partir avec nous, n'y manquez pas ». Il se retourne et voit Cacambo. Il n'y avait que la vue de Cunégonde qui put l'étonner et lui plaire davantage. Il fut sur le point de devenir fou de joie. Il embrasse son cher ami. « Cunégonde est ici sans doute. Où est-elle ? Mène-moi vers elle que je meure de joie avec elle. Cunégonde n'est point ici, dit Cacambo. Elle est à Constantinople. » Ah, ciel, à Constantinople. Mais fût-elle à la Chine, j'y vole, partons. Nous partirons après souper, reprit Cacambo. Je ne peux vous en dire davantage. Je suis esclave, mon maître m'attend. Il faut que j'aille le servir à table. Ne dites mot, soupez et tenez-vous prêt. Candide, partagé entre la joie et la douleur, charmé d'avoir revu son agent fidèle, étonné de le voir en esclave, plein de l'idée de retrouver sa maîtresse, le cœur agité, l'esprit bouleversé, se mit à table avec Martin, qui voyait de sang-froid toutes ses aventures, et avec 6 étrangers qui étaient venus passer le carnaval à Venise. Cacambo, qui versait à boire à l'un de ces 6 étrangers, s'approcha de l'oreille de son maître sur la fin du repas et lui dit « Sire, votre majesté partira quand elle voudra, le vaisseau est prêt. » Ayant dit ces mots, il sortit. Les convives étonnés se regardaient sans proférer une seule parole lorsqu'un domestique, s'approchant de son maître, lui dit « Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue et la barque est prête. » Le maître fit un signe et le domestique partit. Tous les convives se regardèrent encore et la surprise commune redoubla. Un 3e valet, s'approchant aussi d'un 3e étranger, lui dit « Sire, croyez-moi, votre majesté ne doit pas rester ici plus longtemps, je vais tout préparer. » Et aussitôt il disparut. Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne fût une mascarade du carnaval. Un 4e domestique dit au 4e maître « Votre majesté partira quand elle voudra » et sortit comme les autres. Le 5e valet en dit autant au 5e maître, mais le 6e valet parla différemment au 6e étranger qui était auprès de Candide. Il lui dit « Ma foi, sire, on ne veut plus faire crédit à votre majesté, ni à moi non plus, et nous pourrions bien être coffrés cette nuit, vous et moi. Je vais pourvoir à mes affaires. Adieu. » Tous les domestiques ayant disparu, les 6 étrangers, Candide et Martin, demeurèrent dans un profond silence. Enfin Candide le rompit. « Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie. Pourquoi êtes-vous tous rois ? Pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin, nous ne le sommes. » Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole et dit en italien « Je ne suis point plaisant, je m'appelle Achmed III, j'ai été grand sultan plusieurs années, je détrônai mon frère, mon neveu m'a détrôné, on a coupé le cou à mes vizirs, j'achève ma vie dans le vieux sérail, mon neveu, le grand sultan Mahmoud, me permet de voyager quelquefois pour ma santé, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Un jeune homme qui était auprès d'Achmed
parla après lui et dit « Je m'appelle Ivan, j'ai été empereur de toutes les Russies, j'ai été détrôné au berceau, mon père et ma mère ont été enfermés, on m'a élevé en prison, j'ai quelquefois la permission de voyager, accompagné de ceux qui me gardent, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le troisième dit « Je suis Charles-Édouard, roi d'Angleterre. Mon père m'a cédé ses droits au royaume. J'ai combattu pour les soutenir. On a arraché le cœur à 800 de mes partisans et on leur a abattu les joues. J'ai été mis en prison. Je vais à Rome faire une visite au roi de mon père, détrôné ainsi que moi et mon grand-père, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le quatrième prit alors la parole et dit « Je suis roi des Polacs. Le sort de la guerre m'a privé de mes états héréditaires. Mon père a éprouvé les mêmes revers. Je me résigne à la providence comme le sultan Achmet, l'empereur Ivan et le roi Charles-Édouard, à qui Dieu donne une longue vie, et je suis venu passer le carnaval à Venise. Je suis aussi roi des Polacs. J'ai perdu mon royaume 2 fois, mais la Providence m'a donné un autre état dans lequel j'ai fait plus de bien que tous les rois des Sarmates ensemble n'en ont jamais pu faire sur les bords de la Vistule. Je me résigne aussi à la Providence, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Il restait au 6e monarque à parler. « Messieurs, dit-il, je ne suis pas si grand seigneur que vous, mais enfin j'ai été roi, tout comme un autre. Je suis Théodore. On m'a élu roi en Corse. On m'a appelé Votre Majesté, et à présent, à peine m'appelle-t-on Monsieur. J'ai fait frapper de la monnaie et je ne possède pas un denier. J'ai eu 2 secrétaires d'État et j'ai à peine un valet. Je me suis vu sur un trône et j'ai longtemps été à Londres en prison sur la paille. J'ai bien peur d'être traité de même ici, quoique je sois venu, comme vos majestés, passer le carnaval à Venise. » Les 5 autres rois écoutèrent ce discours avec une noble compassion. Chacun d'eux donna 20 sequins au roi Théodore pour avoir des habits et des chemises. Candide lui fit présent d'un diamant de 2000 sequins. « Quel est donc, disaient les 5 rois, ce simple particulier qui est en état de donner 100 fois autant que chacun de nous et qui le donne ?» Dans l'instant qu'on sortait de table, il arriva dans la même hôtellerie 4 altesses sérénissimes qui avaient aussi perdu leurs états par le sort de la guerre et qui venaient passer le reste du carnaval à Venise. Mais Candide ne prit pas seulement garde à ces nouveaux venus. Il n'était occupé que d'aller trouver sa chère Cunégonde à Constantinople. Chapitre 27. Voyage de Candide à Constantinople. Le fidèle Cacambo avait déjà obtenu du patron turc qui allait reconduire le sultan Achmet à Constantinople qu'il recevrait Candide et Martin sur son bord. L'un et l'autre s'y rendirent après s'être prosternés devant sa misérable hôtesse. Candide, chemin faisant, disait à Martin « Voilà pourtant 6 rois détrônés avec qui nous avons soupé. Et encore, dans ces 6 rois, il y en a un à qui j'ai fait l'aumône. Peut-être y a-t-il beaucoup d'autres princes plus infortunés ? Pour moi, je n'ai perdu que 100 moutons et je vole dans les bras de Cunégonde. Mon cher Martin, encore une fois, Pangloss avait raison, tout est bien. »« Je le souhaite, dit Martin. Mais, dit Candide, voilà une aventure bien peu vraisemblable que nous avons eue à Venise. On n'avait jamais vu ni ouï compter que 6 rois détrônés soupassent ensemble au cabaret. Cela n'est pas plus extraordinaire, dit Martin, que la plupart des choses qui nous sont arrivées. Il est très commun que des rois soient détrônés, et à l'égard de l'honneur que nous avons eu de souper avec eux, c'est une bagatelle qui ne mérite pas notre attention. » À peine Candide fut-il dans le vaisseau qu'il sauta au cou de son ancien valet et de son ami Cacambo. « Eh bien, lui dit-il, que fait Cunégonde? Est-elle toujours un prodige de beauté? M'aime-t-elle toujours? Comment se porte-t-elle? Tu lui as sans doute acheté un palais à Constantinople ?» ?»« Mon cher maître, répondit Cacambo, Cunégonde lave les écuelles sur le bord de la Propontide, chez un prince qui a très peu d'écuelles. Elle est esclave dans la maison d'un ancien souverain nommé Ragotski, à qui le grand Turc donne 3 écus par jour dans son asile. Mais ce qui est bien plus triste, c'est qu'elle a perdu sa beauté et qu'elle est devenue horriblement laide. »« Ah, belle ou laide, dit Candide, je suis honnête homme, et mon devoir est de l'aimer toujours. Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les 5 ou 6 millions que tu avais emportés ? Bon, dit Cacambo, ne m'en a-t-il pas fallu donner 2 au seigneur Dom Fernando d'Ibarra, di Figueora, di Mascarenes, di Lampourdos, y Souza, gouverneur de Buenos Aires, pour avoir la permission de reprendre mademoiselle Cunégonde? Et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillés de tout le reste? Ce pirate ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan, à Milo, à Nicari, à Samos, à Petra, aux Dardanelles, à Marmara et à Scutari? Cunégonde et la vieille servent chez ce prince dont je vous ai parlé, et moi je suis esclave du sultan détrôné.
Que d'épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres, dit Candide. Mais après tout, j'ai encore quelques diamants, je délivrerai aisément Cunégonde. C'est bien dommage qu'elle soit devenue si laide. Ensuite, se tournant vers Martin, que pensez-vous, dit-il, qui soit le plus à plaindre, de l'empereur Achmet, de l'empereur Ivan, du roi Charles-Édouard ou de moi? Je n'en sais rien, dit Martin. Il faudrait que je fusse dans vos cœurs pour le savoir. Ah, dit Candide, si Pangloss était ici, il le saurait et nous l'apprendrait. Je ne sais, dit Martin, avec quelle balance votre Pangloss aurait pu peser les infortunes des hommes et apprécier leur douleur. Tout ce que je présume, c'est qu'il y a des millions d'hommes sur la terre 100 fois plus à plaindre que le roi Charles-Édouard, l'empereur Ivan et le sultan Achmet. Cela pourrait bien être, dit Candide. On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. Candide commença par racheter Cacambo fort cher, et sans perdre de temps, il se jeta dans une galère avec ses compagnons pour aller sur le rivage de la Propontide chercher Cunégonde, quelque laide qu'elle pût être. Il y avait dans la Churme 2 forçats qui ramaient fort mal et à qui le Levanti patron appliquait de temps en temps quelques coups de nerfs de bœuf sur leurs épaules nues. Candide, par un mouvement naturel, les regarda plus attentivement que les autres galériens et s'approcha d'eux avec pitié. Quelques traits de leur visage défiguré lui parurent avoir un peu de ressemblance avec Pangloss et avec ce malheureux jésuite, ce baron, ce frère de mademoiselle Cunégonde. Cette idée l'émut et l'attrista, il les considéra encore plus attentivement. En vérité, dit-il à Cacambo, si je n'avais pas vu pendre maître Pangloss et si je n'avais pas eu le malheur de tuer le baron, je croirais que ce sont eux qui rament dans cette galère. Au nom du baron et de Pangloss, les 2 forçats poussèrent un grand cri, s'arrêtèrent sur leurs bancs et laissèrent tomber leurs rames. Le Levanti patron accourait sur eux et les coups de nerfs de bœuf redoublaient. « Arrêtez, arrêtez !» s'écria Candide. « Je vous donnerai tant d'argent que vous voudrez. »« Quoi ? C'est Candide ?» disait l'un des forçats. « Quoi ? C'est Candide ?» disait l'autre. « Est-ce un songe ?» dit Candide. « Vais-je, suis-je dans cette galère? Est-ce là monsieur le baron que j'ai tué? Est-ce là maître Pangloss que j'ai vu pendre? C'est nous-mêmes, répondait-il. Quoi? C'est là ce grand philosophe, disait Martin. Eh bien, monsieur le Levanti patron, dit Candide, combien voulez-vous d'argent pour la rançon de monsieur Thunder ten Tronckh, un des premiers barons de l'Empire, et de monsieur Pangloss, le plus profond métaphysicien d'Allemagne? Chien de chrétien, répondit le Levanti patron, puisque ces 2 chiens de forçats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens, ce qui est sans doute une grande dignité dans leur pays, tu m'en donneras 50 000 sequins. Vous les aurez, monsieur. Ramenez-moi comme un éclair à Constantinople et vous serez payé sur le champ. Mais non, menez-moi chez mademoiselle Cunégonde. Le Levanti patron, sur la première offre de Candide, avait déjà tourné la proue vers la ville et il faisait ramer plus vite qu'un oiseau ne fend les airs. Candide embrassa 100 fois le baron et Pangloss. « Et comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron? Et mon cher Pangloss, comment êtes-vous en vie après avoir été pendu? Et pourquoi êtes-vous tous 2 aux galères en Turquie? Est-il bien vrai que ma chère sœur soit dans ce pays ?» disait le baron. « Oui, répondit Cacambo, je revois donc mon cher Candide, s'écriait Pangloss. Candide leur présentait Martin et Cacambo. Ils s'embrassaient tous, ils parlaient tous à la fois. La galère volait, il était déjà dans le port. On fit venir un juif à qui Candide vendit pour 50 000 sequins un diamant de la valeur de 100 000 et qui lui jura par Abraham qu'il n'en pouvait donner davantage. Il paya incontinent la rançon du baron et de Pangloss. Celui-ci se jeta aux pieds de son libérateur et les baigna de larmes. L'autre le remercia par un signe de tête et lui promit de lui rendre cet argent à la première occasion. « Mais est-il bien possible que ma sœur soit en Turquie ?» disait-il. « Rien n'est si possible, reprit Cacambo, puisqu'elle écure la vaisselle chez un prince de Transylvanie. » On y fit aussitôt venir 2 juifs. Candide vendit encore des diamants et ils repartirent tous dans une autre galère pour aller délivrer Cunégonde. Chapitre 28. Ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss, à Martin, etc. « Pardon encore une fois, dit Candide au baron, pardon mon révérend père de vous avoir donné un grand coup d'épée au travers du corps. »« N'en parlons plus, dit le baron, je fus un peu trop vif, je l'avoue, mais puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m'avez vu aux galères, je vous dirai qu'après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je fus attaqué et enlevé par un parti espagnol. On me mit en prison à Buenos Aires, dans le temps que ma sœur venait d'en partir. Je demandai à retourner à Rome auprès du père général. Je fus nommé pour aller servir d'aumônier à Constantinople auprès de monsieur l'ambassadeur de France. Il n'y avait pas 8 jours que j'étais entré en fonction quand je trouvai sur le soir un jeune Icoglan très bien fait. Il faisait fort chaud, le jeune homme voulut se baigner, je pris cette occasion de me baigner aussi.
Je ne savais pas que ce fût un crime capital pour un chrétien d'être trouvé tout nu avec un jeune musulman. Un cadi me fit donner 100 coups de bâton sous la plante des pieds et me condamna aux galères. Je ne crois pas qu'on ait fait une plus horrible injustice. Mais je voudrais bien savoir pourquoi ma sœur est dans la cuisine d'un souverain de Transylvanie réfugié chez les Turcs. Mais vous, mon cher Pangloss, dit Candide, comment se peut-il que je vous revoie ? Il est vrai, dit Pangloss, que vous m'avez vu pendre. Je devais naturellement être brûlé, mais vous vous souvenez qu'il plut à verse lorsqu'on allait me cuire. L'orage fut si violent qu'on désespéra d'allumer le feu. Je fus pendu parce qu'on ne me put mieux faire. Un chirurgien acheta mon corps, m'emporta chez lui et me disséqua. Il me fit d'abord une incision cruciale depuis le nombril jusqu'à la clavicule. Ne pouvait pas avoir été plus mal pendu que je ne l'avais été. L'exécuteur des hautes œuvres de la Sainte Inquisition, lequel était sous-diacre, brûlait à la vérité les gens à merveille, mais il n'était pas accoutumé à pendre. La corde était mouillée et glissa mal, elle fut mal nouée. Enfin, je respirais encore. L'incision cruciale me fit jeter un si grand cri que mon chirurgien tomba à la renverse. Et croyant qu'il disséquait le diable, il s'enfuit en mourant de peur et tomba encore sur l'escalier en fuyant. Sa femme accourut au bruit d'un cabinet voisin. Elle me vit sur la table étendue avec mon incision cruciale. Elle eut encore plus peur que son mari, s'enfuit et tomba sur lui. Quand ils furent un peu revenus à eux, j'entendis la chirurgienne qui disait au chirurgien « Mon bon, de quoi vous avisez-vous aussi de disséquer un hérétique ? Ne savez-vous pas que le diable est toujours dans le corps de ces gens-là ? Je vais vite chercher un prêtre pour l'exorciser. » Je frémis à ce propos et je ramassai le peu de force qui me restait pour crier « Ayez pitié de moi !» Enfin, le barbier portugais s'enhardit, il recousit ma peau, sa femme même eut soin de moi, je fus sur pied au bout de 15 jours. Le barbier me trouva une condition et me fit laquais d'un chevalier de Malte qui allait à Venise. Mais mon maître n'ayant pas de quoi me payer, je me mis au service d'un marchand vénitien et je le suivis à Constantinople. Un jour, il me prit d'entrer dans une mosquée. Il n'y avait qu'un vieux imam et une jeune dévote très jolie qui disait ses patrenotes. Sa gorge était toute découverte. Elle avait entre ses deux tétons un beau bouquet de tulipes, de roses, d'anémones, de renoncules, d'hyacinthes et d'oreilles d'ours. Elle laissa tomber son bouquet, je le ramassai et je lui remis avec un empressement très respectueux. Je fus si longtemps à le lui remettre que l'imam se mit en colère et voyant que j'étais chrétien, il cria à l'aide. On me mena chez le cadi qui me fit donner 100 coups de latte sous la plante des pieds et m'envoya aux galères. Je fus enchaîné précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron. Il y avait dans cette galère 4 jeunes gens de Marseille, 5 prêtres napolitains et 2 moines de Corfou qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient tous les jours. Monsieur le baron prétendait qu'il avait essuyé une plus grande injustice que moi. Je prétendais, moi, qu'il était beaucoup plus permis de remettre un bouquet sur la gorge d'une femme que d'être tout nu avec un nico-gland. Nous disputions sans cesse et nous recevions 20 coups de nerfs de bœuf par jour lorsque l'enchaînement des événements de cet univers vous a conduit dans notre galère et que vous nous avez rachetés. Eh bien, mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde ? Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin je suis philosophe. Il ne me convient pas de me dédire. Leibniz pouvait avoir tort, et l'harmonie préétablie étant d'ailleurs la plus belle des choses du monde, aussi bien que le plein et la matière subtile. Chapitre 29. Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille. Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures, qu'ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu'ils disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, sur les consolations que l'on peut éprouver lorsqu'on est aux galères en Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille qui étendaient des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher. Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide, en voyant sa belle Cunégonde rembruni, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula 3 pas, saisi d'horreur, et avança ensuite par bon procédé. Elle embrassa Candide et son frère, on embrassa la vieille. Candide les racheta toutes 2. Il y avait une petite métairie dans le voisinage. La vieille proposa à Candide de s'en accommoder en attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie. Personne ne l'en avait averti.
Elle fit souvenir à Candide de ses promesses avec un ton si absolu que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part et une telle insolence de la vôtre. Cette infamie ne me sera jamais reprochée. Les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne. Non, jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'Empire. Cunégonde se jeta à ses pieds et les baigna de larmes. Il fut inflexible. Maître fou, lui dit Candide, je t'ai rechappé des galères, j'ai payé ta rançon, j'ai payé celle de ta sœur, elle avait ici des écuelles, elle est laide, j'ai la bonté d'en faire ma femme, et tu prétends encore t'y opposer? Je te retuerais si j'en croyais ma colère. Tu peux me tuer encore, dit le baron, mais tu n'épouseras pas ma sœur de mon vivant. Chapitre 30. Conclusion. Candide, dans le fond de son cœur, n'avait aucune envie d'épouser Cunégonde. Mais l'impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage. Et Cunégonde le pressait si vivement qu'il ne pouvait s'en dédire. Il consulta Pangloss, Martin et le fidèle Cacambo. Pangloss fit un bon mémoire par lequel il prouvait que le baron n'avait nul droit sur sa sœur et qu'elle pouvait, selon toutes les lois de l'Empire, épouser Candide de la main gauche. Martin conclut à jeter le baron dans la mer. Cacambo décida qu'il fallait le rendre au Levanti patron et le remettre aux galères, après quoi on l'enverrait à Rome au père général par le premier vaisseau. L'avis fut trouvé fort bon, la vieille l'approuva, et on n'en dit rien à sa sœur. La chose fut exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d'attraper un jésuite et de punir l'orgueil d'un baron allemand. Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres, Candide marié avec sa maîtresse et vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo et la vieille, ayant d'ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie des anciens Incas, mènerait la vie du monde la plus agréable. Mais il fut tant friponné par les Juifs qu'il ne lui resta plus rien que sa petite métairie. Sa femme, devenant tous les jours plus laide, devint acariâtre et insupportable. La vieille était infirme et fut encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail et maudissait cette destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pour Martin, il était également persuadé qu'on était mal partout. Il prenait les choses en patience. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d'effendis, de bachas, de cadis, qu'on voyait en exil à Lénos, Mytilène, Erzerum. On voyait venir d'autres cadis, d'autres bachas, d'autres effendis, qui prenaient la place des expulsés et qui étaient expulsés à leur tour. On voyait des têtes proprement empaillées qu'on allait présenter à la sublime porte. Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations, et quand on ne disputait pas, l'ennui était si excessif que la vieille osa un jour leur dire « Je voudrais savoir lequel est le pire, ou d'être violé 100 fois par des pirates nègres, d'avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d'être fouetté et pendu dans un auto-da-fé, d'être disséqué, de ramer en galère, d'éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé, ou bien de rester ici à ne rien faire. » C'est une grande question, dit Candide. Ce discours fit naître de nouvelles réflexions et Martin surtout conclut que l'homme était né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui. Candide n'en convenait pas, mais il n'assurait rien. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement souffert, mais ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours et n'en croyait rien. Une chose acheva de confirmer Martin dans ses détestables principes, de faire hésiter plus que jamais Candide et d'embarrasser Pangloss. C'est qu'ils virent un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère Giroflée, qui étaient dans la plus extrême misère. Ils avaient bien vite mangé leurs 3000 piastres, s'étaient quittés, s'étaient raccommodés, s'étaient brouillés, avaient été mis en prison, et s'étaient enfuis, et enfin frère Giroflée s'était fait turc. Paquette continuait son métier, partout il n'y gagnait plus rien. Je l'avais bien prévenu, dit Martin à Candide, que vos présents seraient bientôt dissipés et ne les rendraient que plus misérables. Vous avez regorgé de millions de piastres, vous et Cacambo, et vous n'êtes pas plus heureux que frère Giroflée et Paquette. Ha ha, dit Pangloss à Paquette, le ciel vous ramène donc ici parmi nous, ma pauvre enfant. Savez-vous bien que vous m'avez coûté le bout du nez, un œil et une oreille? Comme vous voilà faite, hein? Qu'est-ce que ce monde? Cette nouvelle aventure les engagea à philosopher plus que jamais.
Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie. Ils allèrent le consulter. Pangloss porta la parole et lui dit « Maître, nous venons vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l'homme a été formé. »« De quoi te mêles-tu » lui dit le derviche. « Est-ce là ton affaire ?»« Mais mon révérend père, dit Candide, il y a horriblement de mal sur terre. »« Qu'importe, dit le derviche, qu'il y ait du mal ou du bien. Quand sa hautesse envoie un vaisseau en Égypte, s'embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont alors aises ou non ? Que faut-il donc faire, dit Pangloss. Te taire, dit le derviche. Je me flattais, dit Pangloss, de raisonner un peu avec vous des effets et des causes du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'âme et de l'harmonie préétablie. Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez. Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople 2 vizirs du Ban et le Mufti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le Mufti qu'on venait d'étrangler. « Je n'en sais rien, répondit le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun Mufti ni d'aucun vizir. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu'ils le méritent, mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison. Ses 2 filles et ses 2 fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-mêmes. Du kémak piqué d'écorce de cédrat confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des dattes, des pistaches, du café de Moka qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi, les 2 filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. « Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. »« Je n'ai que 20 arpents, répondit le Turc. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous 3 grands maux. L'ennui, le vice et le besoin. » Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur le discours du Turc. Il dit à Pangloss et à Martin « Ce bon vieillard me paraît s'être fait un sort bien préférable à celui des 6 rois avec qui nous avons eu l'honneur de souper. Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes, car enfin Aiglon, roi des Moabites, fut assassiné par Ahod, Absalom fut pendu par les cheveux et percé de 3 dards. Le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baza, le roi Éla par Zambri, Ocosias par Jéru, Athalie par Joada. Les rois Joachim, Ioconias, Sédécias furent esclaves. Vous savez comment périrent Crésus, Astiage, Darius, Denis de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Hannibal, Jugurtha, Arioviste, César, Pompée, Néron, Othon, Vitellius, Domitien, Richard II d'Angleterre, Édouard II, Henri VI, Richard III, Marie Stuart, Charles Ier, les 3 Henri de France, l'empereur Henri IV. Vous savez ? Je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss. Car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu'il travaille, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était, à la vérité, bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda, la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. » « Cela est bien dit, répondit Candide. Mais il faut cultiver notre jardin. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de suivre mes prochaines lectures. À très bientôt. Au revoir.